Ok, il reste encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais c'est pas plus grave que ça. On va démarrer pour rester dans les temps. Donc, moment du pitch pour les équipes de Sciences Po qui ont travaillé avec Éric Jacopin de l'ESM de Saint-Cyr sur les sujets de la Croix-Rouge. Je pense que c'est un bon moment. Puis moi, j'avais vu des projets en avant-coureur, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Allez-y. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, super. Donc je me présente, Léopold Jacob, Jocely Fritz. Nous sommes tous les deux étudiants à Sciences Po. Donc avant de commencer, on aimerait remercier Serious Game Network, Éric Jacopin, Charlène Ducrot, tous ceux qui ont pu nous aider dans ce projet qui était assez intéressant. Donc nous, on va vous présenter en fait un jeu qui se base sur le cyber. Donc il y a un lien avec la Croix-Rouge, le droit international humanitaire, et qui se base vraiment sur la tactique. Donc il est accessible à tous et s'applique à de nombreux contextes. Et alors en fait, donc l'idée du jeu part d'un constat énuméré dans une récente étude de Bitdefender, donc qui propose des solutions IT pour les entreprises et pour les particuliers, qu'environ 60% des attaques informatiques sont liées à des menaces internes, que les actes de négligence ont causé 64% de tous les incidents de cybersécurité interne, et que le coût d'une faille de cybersécurité, qui est liée à un comportement négligent d'un employé, est en moyenne de 5 millions de dollars pour une entreprise. De ce fait, il y a vraiment un besoin de former les employés, de les sensibiliser aux enjeux du cyber, d'où ce jeu. Donc ce jeu va justement viser à sensibiliser les employés au risque d'une cyberattaque. Donc ce sont vraiment toutes les personnes d'une entreprise, pas les informaticiens, non, ceux qui vont ouvrir les mails, ceux qui vont utiliser des clés USB, ces tout petits actes qui peuvent mener à la faillite d'une entreprise, qui peuvent être extrêmement dangereux pour, par exemple, la Croix-Rouge ou pour tout organisme, toute structure humanitaire. Donc l'idée, c'est vraiment de prodiguer une cyberhygiène et aussi d'entrevoir quelles sont les conséquences qu'une cyberattaque peut avoir sur les actions d'une entreprise, de la Croix-Rouge, d'un acteur, d'une ONG, etc. Donc on a vraiment voulu créer un jeu simple, ludique, accessible à tous et avec des niveaux de difficulté différents, comme vous pouvez le voir ici. Donc le public visé est à la fois, c'est surtout les agents de la Croix-Rouge, d'ONG, d'hôpitaux, mais à la fois c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment, si vous utilisez un ordinateur, vous avez besoin de connaître ces techniques extrêmement importantes. Ainsi, le temps de jeu serait à peu près de 40 minutes, mais rejouable évidemment, puisque pour s'imprégner de cette culture de cyberhygiène, il faut vraiment s'entraîner et continuer à s'amuser avec ce jeu qui est aussi drôle et sympathique. Alors, les joueurs, le jeu se joue à deux. Donc, un joueur prend le rôle, par exemple, d'un hacker, et un autre joueur prend le rôle d'un acteur étatique ou non étatique, par exemple une ONG. Alors ici, on va prendre le cas de la Croix-Rouge, qui serait l'acteur face au hacker qui essaierait de l'attaquer. Donc, les joueurs commencent par piocher un scénario en début de partie, et ainsi, cela crée une mission. Alors, par exemple, ici, le scénario serait la Croix-Rouge qui coordonne une opération d'aide humanitaire en Caponie suite au dysfonctionnement d'un barrage hydraulique ayant entraîné des pertes humaines. Ces actions sont vite entravées par l'attaque d'un groupe de hackers qui parvient à compromettre une partie de son réseau, s'introduisant dans les ordinateurs de deux de ses employés. L'objectif des joueurs, quel est-il ? Alors, le hacker, lui, doit compromettre un pourcentage du réseau de l'acteur non étatique sans se faire repérer au cours de la partie. De l'autre côté, l'acteur, lui, doit rétablir la partie de son réseau compromis et protéger le reste de son système. Et tout cela se fait, bien sûr, dans un nombre de tours prédéfinis et ça dépend du scénario choisi au début. Alors, je laisse mon collègue. Donc alors en fait, au premier tour, la Croix-Rouge ou la personne qui joue l'acteur étatique va devoir disposer son réseau donc sur une grille. On a pris des boîtes de chocolat parce que c'est assez simple. En fait, le disposer de la manière qui suit et l'autre joueur ne le verra pas, n'y aura pas accès. Donc ce sera constitué de différents pions. Donc, par exemple, on peut imaginer des pions type un Wi-Fi, des serveurs, un PC portable, des PC fixes. Et en fait, tous les pions doivent se toucher, soit par un bord ou par un coin. Donc, quand un réseau est non infecté, il est de couleur jaune. S'il est compromis, il est de couleur rouge. Donc là, on va voir en fait un exemple d'une disposition avec en bas des PC portables, ensuite des ordinateurs fixes, un routeur et ensuite des serveurs. Grosso modo, quand il se juxtapose par un bord,
Alors ça veut dire que quand un réseau est infecté, le hacker connaîtra forcément les autres réseaux qui sont juste à côté. Par contre, il saura aussi qu'ils sont forcément liés par un coin à d'autres réseaux à un moment de la partie. Je sais que ce n'est pas encore très clair. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Donc, il y a plusieurs types de cartes. Il y a à la fois des cartes hasard, donc qui sont partagées par les deux joueurs. Donc on a des cartes ressources et des cartes un peu similaires à celles du Monopoly avec des bonus ou des malus, type changer de jeu, rejouer ou, comme je vous ai dit, des ressources financières pour monter des attaques ou réparer son réseau. Du côté du hacker, donc je vais vous présenter 3 cartes différentes. Donc on a différents types d'actions avec un prix fixe en haut de la carte. En haut à droite, on a le nombre de hackers qui est nécessaire pour conduire l'attaque ou pour, par exemple, embaucher un autre hacker, la carte du milieu. Et en haut à gauche, on a l'indice de traçabilité. Qu'est-ce que c'est que l'indice de traçabilité? En fait, le hacker, lui, doit opérer sans se faire repérer au travers de la partie. De ce fait, il va lancer une attaque, par exemple un cheval de Troie à gauche, ce qui va lui conférer sur la jauge 20 points de traçabilité. Et à partir du moment où il arrive à 80, alors en fait s'ensuit un QCM, et s'il répond à tort, en fait il est éliminé, ou sinon il peut continuer, et s'il atteint 100, la partie se termine pour lui. Je vais essayer de faire marcher le clicker. Maintenant, les cartes défense, donc c'est les cartes auxquelles la Croix-Rouge a accès. Donc c'est différentes actions que peuvent faire par exemple un RSSI ou une DSI pour renforcer leur sécurité informatique. Donc on va avoir par exemple crypter un réseau, réparer un réseau qui est endommagé ou segmenter un réseau. Donc encore une fois, c'est un coût financier auquel on a accès de par les cartes hasard. Déroulement d'un tour. Les deux joueurs débutent chacun avec 3 cartes en main. Donc le hacker, lui, piochera des attaques ou pourra embaucher d'autres hackers. Il joue et pioche une carte par tour et doit toujours avoir 3 cartes en main. Donc après, l'attaque ayant la primauté sur la défense en cybersécurité, le hacker peut jouer 2 fois en fait, par tour s'il parvient à faire un chiffre supérieur ou égal à 8 au lancer de dés. Donc il a 2 dés. Et ainsi, en reprenant un peu le système de la bataille navale, le hacker doit deviner la position des éléments du réseau de son adversaire afin de s'y introduire. Donc, il indique donc la case qu'il souhaite attaquer. Si celle-ci est vide, alors le tour passe à l'autre joueur. En revanche, si il y a bien un système sur la case qu'il a attaquée, s'ensuit alors un QCM sur une application mobile. Et comme vous pouvez voir ici, il suffit de scanner la carte pour avoir le QCM et le QR code. Et ensuite, une fois la carte scannée, vous pouvez juste entrer par exemple le nombre de hackers ainsi que le type de partie. Comme ça, vous avez vraiment des QCM adaptés à chaque situation. Ouais. Alors, qu'y a-t-il dans ces QCM? Alors, c'est vraiment la partie extrêmement pédagogique de notre jeu, puisque là, on a à la fois des questions techniques de cyberattaque, vraiment comment réparer un système, c'est vraiment plus dans le fond du sujet, et d'autres questions plus sur les conséquences pour les civils et pour les systèmes, pour les structures humanitaires de ces cyberattaques, parce que souvent, les conséquences d'une cyberattaque sont bien plus fortes de façon indirecte dans les conséquences qu'elles auront sur un hôpital, par exemple, que de façon vraiment directe sur les machines, etc. Donc, on aura aussi des questions liées à l'hygiène informatique, au droit international humanitaire et enfin au manuel de Tallinn qui, justement, applique le droit international humanitaire à ces questions cyber. Exemple de questions. Sélectionner les attaques qui sont généralement de type ciblé. Phishing, hameçonnage, etc. Je ne vais pas vous donner la réponse. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Mais justement, le but, c'est d'apprendre. C'est d'où ce jeu. Ensuite, sélectionner par exemple les éléments qui peuvent réduire ou empêcher des fraudes internes. Et là, c'est vraiment la partie où vous voyez quelles sont les actions à mettre en place, que faire pour ne pas être attaqué par un virus. Réparation d'un réseau. Alors, à ce moment, si par exemple la Croix-Rouge est agressée par un réseau, elle doit rétablir celui-ci. Donc, il utilise sa carte réparation de réseau qui enclenche un QCM et il devra répondre correctement à des questions qui seront plus autour de la reprise de données, du redémarrage des applications, du redémarrage de machines. Alors, petit exemple de QCM. Quelle est la première étape post-attaque, que faire après une réparation du système et des données. Donc voilà vraiment des questions post-attaque.
Les conséquences d'une attaque, alors, peuvent vraiment avoir des effets sur la Croix-Rouge, sur ses actions de terrain, puisque, par exemple, la Croix-Rouge, l'acteur Croix-Rouge, donc l'acteur étatique ou non étatique, disposera d'une jauge, tout comme son adversaire, le hacker, sauf que ici, ce sera plutôt sur les impacts. Ce seront les impacts qui seront évalués. Donc, par exemple, si après une infection d'un virus, le centre de soins ne fonctionne plus, elle perd 30 points. Si ensuite il lui est impossible de communiquer avec ses agents, elle perd 20 points, et etc., etc. Et par tour, elle regagne 10 points. Donc il faut vraiment qu'elle parvienne à protéger son réseau. En conclusion, c'est vraiment un jeu ludique, pédagogique, dynamique, qui peut se rejouer, qui sert vraiment à apprendre, à enseigner. Qui plus est, on peut facilement créer des extensions droit international humanitaire et augmenter le nombre de missions possibles. Parce que justement, c'est à travers les QCM, les questions que l'on peut recréer avec des applications, etc., que l'on parvient à rendre ce jeu intéressant. Et donc en fait, on voulait vraiment créer un jeu qui serait accessible à tous, donc à la fois un public qui est formé, donc qui connaît ces questions de cybersécurité, mais aussi un public qui connaît peu et qui peut être impacté par ce genre de choses. Et en fait, de par les QCM et de par ce fonctionnement qui est similaire à la bataille navale, on a accès à la fois aux attaques, donc qui peuvent être employées en fait contre un système informatique, aux causes qui peuvent être entraînées suite à une attaque, et ensuite aux effets de ces attaques même. Je viens de me répéter, désolé. Donc en fait, une différence entre les causes et les effets. Mais voilà, donc c'est un jeu qui sensibilise et au travers duquel on peut apprendre. Voilà, donc c'était tout. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Yeah. Is there a mechanism for contagion between adjacent? I didn't quite get that. Ok. Est-ce que je peux répondre en anglais ou je réponds en français ? En anglais ? Ok. Non mais je préfère que tout le monde comprenne. Alors, je vais juste revenir sur la slide. Basically, if you have, for example, at the bottom, if the two red squares, they have a side which links it to a yellow square, basically the hacker will know that there is another system right next to it because it has infected it and the virus can spread. But however, it will not know that there is something connected by a corner. So it's like battleships in effect. Yeah, it is like a battleship. Yeah. But there's no spreading of infection. It's just the attacker knows because he's hit that there's Yeah, something else. exactly. Got it. Okay, thank you. Une autre question ? Oui. Sur l'échelle de celui qui défend son système, ils partent avec un chiffre de base parce qu'eux, ils perdent. Alors, ça serait celui qui défend son système, lui partirait par exemple avec 100, et au fil des attaques, il perdrait justement des points, comme on peut le voir ici. Et après chaque tour, il regagnerait 10 points, ce qui lui permettrait s'il parvient à protéger son système, il gagnerait à nouveau ses points. Et le but, c'est vraiment de montrer quelles sont les conséquences de cette cyberattaque sur le terrain même, puisque si un centre de soins de la Croix-Rouge ne fonctionne plus, si il ne peut plus envoyer d'informations aux agents, là, les conséquences seraient vraiment physiques et voire humaines. D'où l'importance d'intégrer cette partie plus de terrain dans le jeu. Bah écoutez, je pense qu'on va laisser le second groupe présenter. Merci de nous avoir écoutés et bon après-midi.
PowerPoint est là. C'est bon. J'ai oublié, vous l'avez remis. Il y a besoin de Ça va venir tranquillement, c'est en train de s'installer. Ok, maintenant vous pouvez mettre votre PowerPoint après. Oui, il a pas voulu le... Je te laisse mettre en plein écran. Alors, bonsoir à tous. Nous tenons également à remercier l'ensemble des organisateurs du hackathon de nous avoir donné l'opportunité d'élaborer un jeu de wargaming. Et le jeu que Cécile et moi allons vous présenter s'intitule Résistance et c'est un jeu qui est basé sur la thématique cyber qui nous a été proposé par la Croix-Rouge. Bonsoir. Alors du coup, au niveau de la présentation du jeu, Résistance consiste en un jeu qui est semi-coopératif, dont l'objectif est vraiment la formation du personnel de la Croix-Rouge à la négociation avec des acteurs variés des secteurs publics et privés. Il est basé sur une interaction entre ces différents types d'acteurs pour les amener à développer des stratégies qui sont à la fois collectives et individuelles et qui se traduisent par du bluff, des alliances ou encore des trahisons. On a vraiment essayé de se baser sur la réalité pour être au plus proche afin que la Croix-Rouge puisse dans le futur négocier en comprenant la position des acteurs qui sont en face d'elle. Il y a vraiment une question de l'appréhension des dilemmes qui sont relatifs à la gestion d'une cybercrise pour les acteurs institutionnels qui doivent être compris par la Croix-Rouge. Et on a décidé d'intégrer le cyber dans le mode de jeu et dans les scénarios, donc à la fois à travers l'utilisation d'une application, mais aussi des questions de vol d'informations, de leaks, de hacking, d'attaque d'infrastructures critiques, mais aussi de guerre de désinformation. C'est un jeu qui a vraiment pour but une meilleure compréhension des acteurs publics et privés afin de pouvoir créer un dialogue plus optimal dans le futur pour la Croix-Rouge. Attends, j'ai là. Ok, alors au niveau du matériel, donc on dispose d'une application mobile qui contrôle la majorité du jeu. On a également des cartes d'acteurs qui seront scannées par les joueurs et qui leur permettront d'avoir une infrastructure sur l'application où ils auront accès aux ressources, enfin leur jauge de ressources. Les ressources sont complétées par des cartes avec des QR codes qui matérialisent les 3 types de ressources qui existent, c'est-à-dire humaines, financières et matérielles. Donc le jeu comprend différents scénarios. Aujourd'hui, on n'en a développé qu'un. On pense en développer un autre qui est plutôt ciblé sur, par exemple, le droit humanitaire international. Donc, à propos des phases de jeu, donc ça commence par un joueur qui pioche une carte ressource et qui ensuite la scanne afin de l'intégrer à son interface de joueur, ce qui fait qu'il peut voir en temps réel la manière dont sa jauge augmente ou bien diminue, puisque certaines cartes vont faire diminuer sa jauge. En parallèle, les joueurs vont pouvoir interagir soit via une discussion ouverte autour de la table, en se parlant directement oralement, soit à travers l'application par des conversations privées, ce qui va vraiment pouvoir faciliter le côté trahison et bluff du jeu. Donc, à propos des actions possibles pour les joueurs, ils peuvent à la fois s'échanger des ressources ou bien encore s'allier pour atteindre des objectifs communs. Ils peuvent également hacker d'autres joueurs afin d'accéder, s'ils le veulent, à un des objectifs du joueur hacké ou bien à une conversation privée du joueur hacké, et ce pendant 45 secondes. Alors si jamais un joueur décide de hacker un autre joueur, le taux de réussite du hack est de 80%, et certains joueurs, selon leurs objectifs propres, peuvent se protéger d'une tentative de hacking. Et tout cela, ça fait que le joueur qui a décidé de hacker quelqu'un, si jamais la tentative de hack échoue, il ne pourra pas savoir si c'est parce que le joueur en face a su se protéger ou si parce qu'il était dans les 20% de taux d'échec du hack. Donc aléatoirement, il y a aussi une autre action qui peut être accessible à un joueur durant la partie, c'est le fait de voler des ressources à un autre joueur. Le petit dilemme qui est autour de ça, c'est le fait que le joueur à qui c'est proposé ne sait pas du tout quel type de ressources il va voler et à quel type de joueur, ce qui fait qu'il a vraiment le dilemme entre soit récupérer des ressources pour lui de manière très individuelle, soit ce qui fait qu'il va peut-être compromettre un des acteurs avec qui il a des objectifs communs dans la poursuite de l'objectif commun. La condition de fin de partie, c'est le but, c'est vraiment que chaque joueur ait réussi à atteindre ses objectifs individuels et en ait rempli le plus possible. Et les joueurs peuvent également avoir des objectifs communs qui sont imposés par le scénario. Et dans ce cas-là, le but, c'est avant tout de remplir l'objectif commun, puis les objectifs individuels. On a également un Game Master qui permet de réguler l'ensemble de la partie.
Donc, le Game Master gère le jeu en 3 phases. D'abord, il y a la phase de briefing avant le commencement du jeu. Il remet aux joueurs un questionnaire et ensuite, à partir des réponses au questionnaire des joueurs, il va attribuer à chacun des joueurs un acteur particulier qui semble correspondre le plus aux intérêts du joueur. Et ensuite, il va lui représenter le déroulement du jeu ainsi que le scénario. Ensuite, pendant le jeu, le Game Master a accès à l'intégralité des interfaces des joueurs, ce qui va lui permettre de voir si le jeu se déroule bien ou pas, et aussi d'aiguiller les joueurs si jamais ils se rendent compte qu'ils ont du mal à remplir les objectifs à la fois communs et individuels. Et enfin, une fois que le jeu est terminé, on a prévu une phase de rétex qui va permettre une évaluation des performances individuelles et collectives de chacun des joueurs, ce qui va également permettre d'éviter une frustration trop grande si jamais les joueurs ont eu du mal à remplir leurs objectifs. Ils vont pouvoir comprendre pourquoi et comment la prochaine fois mieux jouer. Et il pourra aussi initier une séance de discussion ouverte autour de l'expérience de chacun pour vraiment approfondir cette expérience. Donc on va maintenant vous présenter un scénario d'introduction à 7 joueurs ou plus, tel qu'il pourrait être généré aléatoirement par l'application. Et on a décidé d'intituler ce scénario « Mission Glacianti ». Donc, ce scénario va se jouer en 3 phases qui correspondent chacune à 3 événements. Donc, le premier événement, il est révélé aux joueurs dès le début du jeu dans la présentation du scénario. Le deuxième et le troisième événement sont pour leur part révélés au bout d'un certain nombre de manches qui sont déterminées de manière aléatoire par l'application. Donc de nouveaux objectifs vont apparaître à chaque phase et vont se greffer au premier objectif des joueurs s'ils n'ont pas été atteints. En ce qui concerne le scénario, la Caldavie est confrontée à une crise sans précédent. Donc une série de fuites lie les plus hautes sphères du pouvoir à une tentative avortée de renversement du gouvernement de la République de Minos. Donc sont visés par ces accusations le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ainsi que les dirigeants des entreprises d'armement qui coopèrent avec ces derniers. Donc cette diffusion d'informations compromettantes, elle s'accompagne de menaces de guerre ouverte par la République de Minos, ainsi que d'une série de cyberattaques qui vont toucher les infrastructures critiques de la Caldavie, en plein cœur de l'hiver le plus rude que le pays ait connu. Donc la conséquence, c'est que plusieurs centrales nucléaires vont être touchées par un verre, ce qui va provoquer un arrêt des réacteurs. Les foyers caldaviens se trouvent alors privés d'électricité. De plus, après qu'un ransomware ait pris le contrôle de l'usine de traitement de l'eau de la capitale, plusieurs cas d'empoisonnement au chlore ont été recensés et les hackers menacent de couper totalement le système d'approvisionnement. Enfin, les banques sont touchées par un déni de services distribués qui les empêche de fonctionner et notamment d'effectuer des transferts de ressources financières. Donc on va maintenant vous présenter les acteurs qui sont impliqués dans ce scénario. Donc nous avons tout d'abord un ministre de l'Intérieur, puis un ministre de la Défense. On a également un ou plus de directeurs d'une centrale nucléaire, un ou plusieurs maires, un ou plusieurs directeurs de banque, un ou plusieurs PDG d'une entreprise de big data et un ou plusieurs PDG d'une entreprise d'armement. Chacun de ces acteurs commence le jeu avec des ressources de base qui seront déterminées aléatoirement par l'application et qui vont varier d'une partie à l'autre afin de favoriser la rejouabilité du jeu. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes phases de jeu telles qu'elles pourraient être générées par l'application. Donc la première phase est invariable, comme on l'a répété tout à l'heure. Des infrastructures critiques ont été touchées. Donc dans cette phase, 3 manches ont été déterminées aléatoirement par l'application. Dans la seconde phase, les joueurs apprennent qu'une taupe qui a provoqué la fuite d'informations se cache parmi les joueurs. Là, l'application a déterminé aléatoirement 5 manches. Enfin, dans la troisième phase, la République de Minos menace d'intervenir militairement et fait survoler des avions de chasse au-dessus du territoire caldavien. L'application a déterminé aléatoirement 7 manches pour cette phase. Donc, comme je viens juste de le dire, dans la première phase, des infrastructures critiques sont touchées. Donc pour cette première phase, plusieurs objectifs individuels ont été déterminés aléatoirement pour chacun des joueurs et peuvent varier d'une partie à l'autre.
Donc, pour cette première phase, je vais vous détailler les objectifs de chaque joueur afin que vous compreniez un petit peu le processus. Et pour les autres phases, je ne vous parlerai que des objectifs qui induisent des situations de bluff ou de coopération entre les différents acteurs. Donc, en ce qui concerne du coup la première phase, le ministre de l'Intérieur doit soutenir la mairie via un transfert de X ressources humaines, mais également soutenir la centrale nucléaire via un transfert de X ressources matérielles qui seront déterminées aléatoirement par l'application. Pour le ministre de la Défense, il doit également soutenir la mairie et soutenir la centrale nucléaire. Le directeur de la centrale nucléaire doit quant à lui remettre en route les réacteurs. Le maire de la capitale doit pour sa part faire appel à la Croix-Rouge afin qu'elle intervienne en urgence pour pallier la crise humanitaire. Il doit également reprendre le contrôle de l'usine de traitement de l'eau. Le directeur de la banque doit restaurer les services afin de pouvoir débloquer ses ressources financières. Tant qu'il n'a pas restauré ses services, aucun transfert d'argent n'est possible entre chacun des joueurs. Le PDG de l'entreprise de Big Data a été déterminé aléatoirement comme étant la taupe par l'application. Donc il doit se protéger dès la première phase contre une tentative de hacking. Et enfin, le PDG de l'entreprise d'armement doit renforcer son pôle cyber dans la première phase. En ce qui concerne la seconde phase, chacun des joueurs vient d'apprendre qu'une taupe se cache parmi eux. Et de nouveaux objectifs individuels viennent se greffer aux premiers objectifs s'ils n'ont pas été atteints par chacun des joueurs dans la première phase. Donc, ce qui est intéressant pour cette phase, c'est qu'on fait intervenir non seulement le bluff, mais également la coopération. Puisque le ministre de l'Intérieur doit s'allier avec le ministre de la Défense afin de trouver la taupe. Mais le PDG de l'entreprise de Big Data, qui est la taupe, doit pour sa part convaincre le ministre de la Défense que le ministre de l'Intérieur est à l'origine des fuites. Du coup, si le ministre de la Défense décide de hacker le ministre de l'Intérieur, le PDG de l'entreprise de Big Data peut débloquer des ressources financières qui lui seront utiles pour se protéger contre des tentatives de hacking. Donc là, on voit qu'on fait intervenir non seulement des stratégies coopératives, mais également des stratégies de bluff. Et enfin, la troisième phase constitue une phase où il y a une menace d'intervention militaire de la part de la République de Minos. Et des derniers objectifs viennent se greffer aux premiers s'ils n'ont pas été atteints par les joueurs. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le ministère de la Défense, le ministre de la Défense doit activer les leviers d'alliance afin de dissuader toute intervention militaire. Le PDG de l'entreprise de Big Data doit pour sa part empêcher le ministre de la Défense d'activer ces leviers et donc l'empêcher d'atteindre son objectif. Donc on voit que là, l'atteinte de l'objectif pour un joueur signifie la non-atteinte de l'objectif pour un autre joueur. Du coup, pour finir, c'est vraiment un jeu qu'on a pensé comme capable d'avoir une grande rejouabilité, tout d'abord, puisqu'il y aura différents scénarios et puisque les scénarios sont modulables à travers le côté aléatoire de l'application. Comme Christelle vous l'a expliqué, les phases 2 et 3 changeront aléatoirement. C'est aussi un jeu qu'on a pensé comme sous pression, puisque les joueurs ne connaissent pas le nombre de manches par tour de jeu, ni le nombre total de manches au final, ce qui fait qu'ils ne savent jamais si le tour qu'ils jouent est le dernier ou pas. Et on pourrait vraiment conclure le jeu en disant que pour nous, c'est un jeu de formation qui est là pour avoir une meilleure compréhension des acteurs qui sont autour de la Croix-Rouge afin de pouvoir instaurer un meilleur dialogue dans le futur. Merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement. Est-ce que chacun des acteurs a le choix de l'ordre de ses actions, de la priorité qu'il accorde à telle ou telle action? À partir de la seconde phase, si jamais les objectifs de la première phase n'ont pas été atteints, mais qu'il souhaite atteindre les objectifs de la seconde phase parce qu'il a assez de ressources pour le faire, alors oui, il peut prioriser et d'abord atteindre les objectifs de la seconde phase. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut passer la main à la dernière équipe? What is the relevance of this for the Red Cross? For us, the relevance was really to be able to
put the Red Cross into the shoes of the public and private actors, which are important in a cyber crisis. And the aim is really to enable them to understand what the other actors feel and what are the political tensions behind the cyber crisis in order to be able to communicate with these actors better in the case of a cyber crisis. Je pense qu'on peut laisser la main à la troisième équipe. C'est passé. Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, on fait face à des... Ah non, c'est bon. Les problèmes techniques ont été réglés. Non, je prends. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et donc, je tiens d'abord à remercier les membres des autres équipes et les féliciter pour leur travail. Tout d'abord, au nom de notre belle équipe, donc, je vous présente Jérémy, Augustin, Maxime et moi-même Julien. Je souhaiterais vous dire que nous avons été particulièrement heureux de travailler sur ce très beau projet pendant 2 mois. Et nous pensons à notre 5e membre de l'équipe, Églantine, qui est souffrante et qui ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir. Donc, sur le thème des conséquences humanitaires de la guerre en ville, nous avons choisi de créer un jeu de plateau, dont voici la boîte. Livret sur le droit humanitaire international. Le livret de règles que nous distribuons généreusement aux membres du jury. Un plateau de jeu. Des pions. Des pions. Des pions. Des pions. Des hexagones. Et encore des pions. Nous avons choisi le titre « Sauver la ville », un jeu de la Croix-Rouge. Et maintenant, Jérémy va vous présenter les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce projet. Allô, tout le monde m'entend? Super. Notre thème était les conséquences humanitaires des guerres en ville. Et donc, un de nos premiers objectifs vis-à-vis de ce jeu était de réaliser un wargame qui soit le plus réaliste et qui prenne en compte les conséquences parfois désastreuses, souvent désastreuses, des conflits en zone urbaine. On voulait que ce jeu soit éducatif, amusant, c'est quand même mieux pour un jeu, et rejouable le plus possible. On a privilégié l'aspect stratégique du jeu pour vraiment laisser les clés en main aux joueurs et limiter le hasard le plus possible. Enfin, on avait à cœur de respecter les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, notamment le principe d'humanité, d'impartialité et de neutralité. Donc, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, durant entre 1 heure et 1h15. 3 camps sont représentés, les autorités de la ville, les insurgés et la Croix-Rouge. Les 2 premiers cités ont des intérêts antagonistes,
puisqu'ils cherchent à prendre le contrôle de la ville, mais se battent pour cela. D'ailleurs, ils se battent depuis un certain temps, ce qui justifie l'intervention de la Croix-Rouge, qui doit faire face à la fuite, voire la mort des habitants, car les combats violent le droit international humanitaire. Le public visé est âgé d'au moins une douzaine d'années, car les possibilités d'action sont souvent nombreuses et influencent parfois lourdement les tours suivants. Un travail de prévision et de planification est nécessaire, ce qui rapproche notre jeu des échecs. Il ne s'agit plus seulement de gagner une guerre, mais de gagner la guerre des cœurs dans le respect du droit humanitaire. Pour résumer la démarche qui sous-tend notre projet, je dirais que nous avons créé un wargame où les conséquences des guerres en ville sont réellement prises en compte. Perte de population, assistance aux blessés, sécurisation des quartiers. La Croix-Rouge devra être agile pour gérer l'ensemble de ces conséquences avec un seul objectif, protéger la population. Maintenant, mes camarades vont vous présenter le jeu, son plateau et un tour pour exemple. Donc, le plateau, Jérémy. Du coup, voilà le plateau. Alors, je suis le graphiste, entre guillemets, de l'équipe. Donc, voici le plateau sur lequel vont évoluer les différents acteurs, qui sont au nombre de 3, comme on vous l'a présenté. C'est une ville fictive qui pourrait exister partout. On l'a appelée l'Arcanie, mais si vous avez des noms plus fous, on les prendrait avec grand plaisir. La carte est séparée en 6 grandes régions, 6 quartiers plus précisément. Et dans chaque quartier, il y a une tuile plus grande qui est la capitale du quartier. Donc l'objectif de cette présentation et de cette carte, c'est de pouvoir justement qu'un conflit se passe territorialement et que ces différents quartiers, qui sont au nombre de 6, donc quartier culturel, administratif, quartier aisé, quartier portuaire, quartier paupérisé, quartier commercial, donnent des bonus aux personnes qui les détiennent. Donc, les différentes tuiles sont reliées par un ensemble de routes de 2 types différents. Les routes blanches, qui sont les routes principales, qui ne sont pas bloquables, et les routes marron, qui sont les routes secondaires, mais qui sont bloquables. Et on va vous parler de cette dynamique un peu plus tard. Donc, en début de partie, dans chaque quartier, il y a 2 bâtiments. Comme je vous l'ai dit, la capitale, le bâtiment central de chaque quartier, ainsi qu'un quartier qui est tiré au sort au début de la partie par une application qui permettra justement une lutte pour les conquérir. Et enfin, chaque quartier possède un certain nombre de populations qui permettent justement de déterminer un nombre de pertes civiles en cas de conflit. C'est des petits personnages que vous voyez en bas de ces cartes. Donc voilà pour le plateau du jeu. Merci Maxime. Donc au niveau des pions, comme vous pouvez voir, on a séparé les pions sur la carte. Donc sur la droite, vous verrez les pions utilisés par le camp des insurgés, donc avec des troupes militaires, également des pions civils, l'un d'entre eux ayant une petite bombe, donc vous ne le voyez pas très bien sur la photo, mais l'un d'entre eux ayant une petite bombe symbolisant un pion kamikaze qui se dissimulera parmi les civils. Et enfin des barricades pour bloquer certaines routes et bloquer l'avancée des troupes autorités. En haut, au-dessus du plateau, vous pouvez voir les troupes autorités, donc avec un tank notamment, il aura également un hélicoptère, une barricade et des troupes militaires. Enfin, à droite, vous pouvez voir représenter 2 ambulances de la Croix-Rouge, un centre de soins, des petits jetons blessés que la Croix-Rouge devra traiter, et également des ronds verts qui symbolisent les quartiers que la Croix-Rouge aura sécurisés. Donc voilà, un ensemble de pions pour symboliser différentes situations dans cette ville. Donc, nous vous parlions d'un jeu de plateau, mais nous avons réellement fait le choix d'y adjoindre une application, pas uniquement pour le côté moderne, mais aussi pour proposer une plus grande rejouabilité aux joueurs. Ils pourront ainsi jouer différents scénarios avec des lieux et des événements propres à chaque situation, par exemple une guerre en milieu froid. Jérémy va vous présenter ensuite le prototype d'application que nous avons réalisé. Ne vous inquiétez pas, les slides que nous avons sautés, nous y reviendrons plus tard. J'ai vu quelques visages inquiets sur la salle, quelques photos qui étaient en train d'être prises. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le loisir. Également de venir prendre en photo le plateau de jeu à la fin de notre présentation. Donc on a réalisé un prototype d'application totalement fonctionnel qui marche sur mon téléphone, que je peux même laisser confier aux membres du jury s'ils me le rendent après, promis.
Hop. Donc, ce serait pour la mise en place du plateau de jeu. On cliquerait sur l'application, sur commencer la partie. Tac. On aurait donc les différents bâtiments qui sont mobiles, qui seraient tirés de façon aléatoire, et donc on nous proposerait des emplacements pour les définir. Ici, la caserne serait sur l'emplacement numéro 4, l'ambassade sur le 6, etc. Ensuite, on arrive au premier tour, et donc nous avons imaginé des suites d'événements aléatoires pour rendre l'expérience du jeu encore plus amusante, d'une part, et rejouable, d'autre part. Donc, on aurait un premier événement qui pourrait être un incendie, donc avec la description qui suit. Les quartiers modestes s'enflamment et les bonus de tous les bâtiments présents dans ces quartiers sont supprimés pour le joueur qui les contrôle, sauf si la Croix-Rouge intervient. Après, au quatrième tour, on aurait un nouvel événement qui serait encore une fois généré. Ici, une coupure d'électricité. Donc là, la Croix-Rouge ne peut plus négocier avec les joueurs, ce qui est assez handicapant. Et les joueurs perdent un point d'action. On aurait un troisième événement au septième tour avec ici une réunion de crise internationale où les autorités reçoivent une unité bonus. Voilà. Retour au PowerPoint du coup. Tac. Oh, pardon. C'est ça. Donc voilà, très rapidement au niveau des règles. Pour chaque wargame qui se respecte, il faut des objectifs clairs pour chacun des acteurs. Donc là déjà, vous pouvez voir les différentes actions possibles. Donc c'est très complet. L'objectif, c'est qu'il y ait différentes possibilités pour les acteurs, différentes stratégies à mettre en place. Donc là, vous verrez la liste. Je ne vais pas les détailler car on va vous présenter un tour de jeu par la suite. Donc, pardon, mauvais sens. Donc au niveau des objectifs, on a également fait attention à faire des objectifs très différenciés pour qu'il n'y ait pas par exemple que des combats autour d'un même endroit où on peut connaître des wargames où finalement il y a des points de blocage. Là, ça permet que s'il y a une tactique qui ne marche pas, de pouvoir changer sur une autre tactique ou même de mener plusieurs stratégies en même temps afin de remporter la partie. Et je mettrai notamment en avant la Croix-Rouge qui a la possibilité de gagner avec les autres joueurs ou toute seule. Donc gagner avec les autres joueurs si par exemple la population a très bien été énormément protégée ou si la Croix-Rouge a fait énormément de soins, mais également de gagner toute seule si elle a réussi à sécuriser des quartiers ou si elle a réussi à imposer des trêves, donc à faire cesser les combats. Donc ici une situation réelle de jeu. Donc je vais la présenter très rapidement. Donc vous pouvez voir l'hôpital qui est la case rouge où vous pouvez avoir une ambulance de la Croix-Rouge. Il y a également une ambulance dans le quartier administratif. Donc ce qui est important, la Croix-Rouge, dans cette situation, il y a différentes zones de soins où il faut absolument aller donc avec les jetons blessés. Donc c'est là où la Croix-Rouge va devoir dépêcher ses ambulances aussi vite que possible. Et également, la Croix-Rouge a déjà sécurisé 2 quartiers, donc le quartier portuaire et le quartier paupérisé. Donc pourra également utiliser, à la place d'aller soigner, pourra choisir de déplacer l'ambulance dans un autre quartier pour essayer de le sécuriser. Donc là, la Croix-Rouge se retrouve dans des choix à faire, avec une population qui est descendue à 28. Donc on a déjà perdu 12 points de population, ce qui est déjà énorme. Mais la Croix-Rouge a encore la possibilité, n'est pas dans une situation trop défavorable. Donc voilà, c'est vraiment une analyse très sommaire, mais je pourrais en parler pendant 20 minutes avec vous sur seulement ce personnage. Au niveau des 2 autres personnages, donc vous pouvez voir que la mairie, qui se trouve tout en haut à droite, ici, est très peu défendue, ce qui arrange énormément les insurgés. S'ils conquièrent la mairie, ils ont gagné. Donc les insurgés ont pour le moment 2 troupes dans le quartier aisé et 2 civils, dont l'un d'eux est le kamikaze. Donc en 2 tours, grâce au mouvement, donc ils peuvent se déplacer que d'un bâtiment par tour. En 2 tours, ils pourront être sur la mairie et la faire exploser. Donc là, les autorités sont en réelle difficulté. Cependant, les autorités ont des troupes qui ne sont pas trop éloignées, donc ils ont notamment une troupe ici. Ils ont une barricade également qui leur permet d'empêcher les insurgés de soutenir. On est un petit peu pris par le temps, Augustin, je suis vraiment navré. Et voilà, donc c'était qu'un rapide aperçu des ensembles des modalités du jeu. Donc pour conclure très rapidement, nous avons créé vraiment un jeu auquel nous voudrions jouer. Le prototype que nous vous présentons aujourd'hui est parfaitement jouable et lors des tests que nous avons effectués, nous avons pris réellement du plaisir à jouer chacun des 3 acteurs, ce qui reste fondamental dans un jeu de société. À un simple wargame, nous avons adjoint une vraie dimension de négociation et de vrais dilemmes pour faire comprendre aux joueurs l'immense complexité d'une opération de la Croix-Rouge. Jouer à ce jeu mène à se poser de nombreuses questions sur l'éthique d'un conflit, sur l'usage de certains moyens qui certes font avancer le combat,
mais peuvent causer des maux superflus. Je vous remercie. Merci à vous, merci aux 3 groupes, merci à Eric Jacopin qui est là-bas, très discret, mais qui a fait un super boulot pendant cette période-là pour accompagner. On va demander maintenant au jury de prendre un petit moment de rejoindre Eric pour discuter un petit peu de son côté. Et je vais demander aux intervenants des tables rondes de ce matin de me rejoindre sur le plateau pour prendre quelques-unes de vos questions. Puis nous aurons à 17h, nous aurons à peu près 20 minutes de questions, 5 minutes ensuite pour écouter le jury, et nous aurons ensuite